Bonjour et bienvenue sur notre nouvelle chaîne TV Saint-Laurent en direct, qui aujourd'hui va entamer une nouvelle saison et donc un nouveau programme, puisque nous allons commencer à aborder la quatrième partie du cours et sûrement la plus intéressante, les organes des machines. Ceci c'est la table des matières, les sources, à une image d'introduction. On va un petit peu apprendre à déchiffrer tout ça. Et le début du cours. Alors, vous vous souvenez qu'en résistance des matériaux, un mécanisme, on a parlé pas mal des efforts, des efforts et des moments, et qu'en général, ces efforts et ces moments apparaissent lorsque des mouvements sont empêchés. Et bien, on va retrouver un petit peu tout ça maintenant dans tout ce qu'on va étudier. On va voir que j'ai des mouvements possibles suivant x, y, z, et que si j'empêche un mouvement, je vais avoir des efforts qui vont apparaître dans les axes x, y, z. De même, au niveau des rotations, si j'ai des rotations autour de l'axe x, y, z, je vais avoir si des rotations sont empêchées, j'aurai donc des moments qui vont apparaître suivant x, y et z. Donc c'est exactement comme on a vu avant. Au lieu de l'appliquer maintenant à des poutres et à des arbres, on va commencer à les appliquer à des assemblages et donc à des pièces. Alors, il existe tout un ensemble de possibilités de classification des pièces en mécanique, mais on va essayer un petit peu de faire une sorte de classification sur base des fonctionnalités des assemblages. À partir de là, on pourra aller déterminer quels sont les assemblages les plus propices, sachant que certains assemblages peuvent intervenir dans plusieurs catégories. Et donc, je vais parler ici de un assemblage, un petit peu de la classification. Donc, mon assemblage, principalement, c'est une liaison complète entre deux solides. Alors, complète, je vais la mettre entre parenthèses parce qu'on verra après qu'elle peut être partielle. Alors, cette liaison, elle peut avoir différentes fonctions. Elle peut être décodée en différentes fonctions. Tout d'abord, je vais appeler ce que je vais appeler, je vais appeler le premier terme qui est ce que l'on dit la mise en position. C'est-à-dire, je dois placer par exemple un couvercle sur une boîte, mais il faut que ce couvercle soit mis correctement dessus. Je prends un bête tupperware, vous avez un bord tout autour qui va pouvoir faire en sorte que le bord du couvercle qui va faire en sorte que celui-ci vient s'ajuster correctement au-dessus de la boîte. C'est exactement la même chose pour un carter, une culasse sur un carter. La deuxième fonction, c'est de le maintenir en position. D'accord? Donc, cette deuxième fonction, quand je vais fixer le couvercle sur la boîte, je dois faire en sorte que le couvercle ne saute pas dehors. Et donc, je vais, par exemple, par un ensemble de vis, fixer ce couvercle, par exemple, une culasse sur un carter, par exemple. Okay? Je pourrais le souder aussi. Il serait mis en position. La troisième fonction, c'est transmettre les efforts, parce que je peux avoir une mise en place, mais j'ai besoin parfois d'autre chose pour transmettre les efforts, parce que tout simplement, ce système de mise en place n'est pas suffisamment costaud que pour transmettre les efforts. Mais ça peut être simplement un contact d'une pièce contre une autre pièce. D'autres fonctions, c'est ce qu'on appelle assurer la fiabilité, c'est-à-dire faire en sorte d'éviter que l'assemblage ne se démonte. Je peux avoir je peux boulonner quelque chose à cause je peux le visser à cause des vibrations. Les vis peuvent se détacher. Je vais essayer de trouver différents systèmes pour éviter que ces vis ne se démontent. D'autres fonctions que l'on détaillera moins, c'est assurer l'étanchéité.
D'accord? Et ensuite, ben, assurer la lubrification. Alors, au niveau... J'essaye quelque chose là. Au niveau du maintien en position, donc je suis ici. Okay. Ben, je peux parler de liaison complète ou de liaison partielle. En général, une liaison complète, c'est une liaison qui va empêcher toute rotation suivant x, y, z et tout déplacement suivant x, y, z. Donc je reviens à ce que j'ai dit juste la page au-dessus. Je bloque complètement. Dans ce type de liaison, ben, je peux avoir ce qu'on appelle des liaisons démontables, un assemblage fileté, une clavette, principalement de tout ce qui est vissé. Donc c'est prévu pour être démonté. Je peux avoir aussi maintenant ce qu'on appelle les assemblages permanents. Frettage, soudure, d'accord? Ça peut toujours se démonter, mais c'est quand même plus compliqué. Et je peux avoir du temporaire. Exemple du frein ou de l'embrayage. C'est-à-dire que par moment, tout l'ensemble est bloqué, d'accord? Et par moment, il y a une séparation entre les deux. J'ai ce qu'on appelle ensuite les liaisons partielles. C'est par exemple, ici, je ne veux plus bloquer tous les mouvements possibles, que ce soit translation ou rotation. Je veux autoriser un mouvement, mais bloquer les autres. Par exemple, un arbre qui tourne, je vais le mettre dans des roulements, par exemple, et donc je vais autoriser la rotation suivant l'axe X, mais je vais empêcher des translations suivant X, Y, Z. Un arbre ne peut pas bouger, il ne peut faire que de tourner en restant en place. Mais je vais également éviter, par le diamètre que je vais prendre, d'avoir de la flexion dans les autres... enfin, je vais l'empêcher, donc tout simplement, par ces appuis, de voir de la flexion suivant Z et Y. Je n'autorise que la rotation, le moment de torsion autour de l'axe X. Au niveau de la transmission des efforts, nous verrons que nous avons deux types de possibilités qui est par adhérence ou par obstacle. Adhérence par exemple par une clavette, par obstacle je vais prendre une... non, adhérence c'est un collage par exemple, et obstacle ça sera une clavette. D'accord? Donc si je peux prendre un exemple, je vais prendre un engrenage sur un arbre. Il va falloir que l'engrenage se positionne correctement sur l'arbre. Par exemple, je vais prendre d'un côté, j'aurai un épaulement. Je vais vérifier que le diamètre de l'intérieur de l'engrenage soit compatible avec le diamètre de l'arbre. Il ne faut pas qu'il soit trop grand non plus, sinon j'ai un jeu qui pose problème. Je vais ensuite guider cet engrenage par un système de clavette. Clavette qui va également permettre le maintien en position. C'est-à-dire que quand l'arbre va tourner, ben, l'engrenage va être entraîné via l'effort de la clavette. Et cette clavette va jouer un double rôle ici de mise en position et de transmettre les efforts. D'un autre côté, il faudra que mon engrenage, d'un côté, il est fixé par un épaulement. Il faut éviter que de l'autre côté, il ne s'écarte de cet épaulement. Et donc, je devrais trouver un système pour assurer sa fiabilité, c'est-à-dire que l'engrenage reste en place. Alors, mise en position et maintien en position. La mise en position. Ensemble des surfaces de contact dites surfaces fonctionnelles permettant de positionner les pièces les unes par rapport aux autres. Je vous expliquais un peu tout à l'heure. Cela permet de supprimer certains degrés de liberté. On va voir des exemples. Le maintien en place, cette fois-ci, je vais maintenir les pièces en position. Donc, dans un premier temps, je les mets correctement, je permets un bon alignement, et ensuite, je vais fixer cet alignement de telle sorte que celui-ci reste constant, quels que soient les efforts
transmis. Alors, il est certain que des assemblages peuvent combiner plusieurs de ces fonctions. Voici par exemple une représentation d'un assemblage qui illustre de nombreuses possibilités de liaison dont nous venons de parler. Et bien d'autres. D'accord? Donc nous allons un petit peu détailler tout ça, et puis en fin de cours, normalement, vous êtes capable d'identifier tous ces éléments. Transmission par adhérence ou par obstacle. Par obstacle, le principe, c'est, comme je vous l'ai un petit peu expliqué, j'ai... Ah, je vois qu'il y a déjà des dessins ici. Ça se fait, ça. C'est bien. Nous avons ici une clavette. D'accord? Cette clavette va permettre la transmission des efforts entre l'arbre et ici la roue qui se trouve autour, dans laquelle il y aura une courroie. Elle va également permettre la mise en place. Revoilà ici un autre assemblage avec une mise en place ici. La première étant l'excentricité entre l'arbre et le diamètre intérieur de l'engrenage. La deuxième étant la clavette qui va ici empêcher que l'arbre tourne dans le vide. Cette clavette va également être le mécanisme qui va transmettre les efforts de l'arbre vers la roue dentée. Et enfin, au bout, on a le système qui va permettre, donc l'écrou, qui va permettre, avec sa rondelle, qui va permettre d'assurer la fiabilité, donc d'éviter que l'engrenage ne sorte de l'arbre. Un autre élément ici, une goupille, qui permet également, par obstacle, de transmettre les efforts. Par adhérence, c'est principalement un serrage d'une pièce sur l'autre, ou par collage également. Donc, j'ai mon arbre ici, j'ai un collier ici, et par la vis qui est ici en dessous, je vais serrer le collier sur l'arbre, et ça va ainsi lui permettre de rester en position. D'accord? Ici, je ne vois pas pourquoi il est là. Par contre, ici, voilà, ici, grâce au serrage, ici, par adhérence, je vais... voilà ici l'exemple dont on vient de parler, un exemple pratique de ce serrage. En fait, là derrière, c'est un peu le même principe. Par serrage, je vais rester en place. Donc, la mise en position, réduire les degrés de liberté, mise en position par association de surface fonctionnelle entre deux pièces ou éléments technologiques complémentaires qu'on va regarder. D'accord? Attention de ne pas bloquer deux fois le même degré de liberté, sinon vous allez avoir un système hyperstatique et entraîner des contraintes. Voilà, donc il y a ici un IP isostatique qui va permettre de réduire cette contrainte-là, et aussi le fait de, si je suis en hyperstatique, je vais avoir besoin de degrés de précision dans mes usinages beaucoup plus importants, et donc un coût plus important. Si je n'ai qu'un point de fixation, mon coût sera plus faible, parce que le deuxième, comme il n'y a pas de deuxième, la précision sur le deuxième est moins importante. Donc, notre objectif ici, positionner correctement les surfaces fonctionnelles les unes par rapport aux autres. D'accord?
Alors, on va ici parler par système de surface de contact, surface plane, surface cylindrique ou surface conique. On parle de surface principale parce que c'est elle qui va faire qui est donc le plan prépondérant, le cylindre prépondérant. C'est elle qui va permettre cette mise en place. Exemple de surface plane. Vous voyez qu'ici, j'ai une surface plane, une pièce avec une surface plane ici en dessous, il n'y a rien, hein, il n'y a pas de débordement, il n'y a rien du tout, et la pièce en dessous est également une surface plane, d'accord? Donc, que va-t-il se passer ici? Je vais avoir un premier blocage, c'est-à-dire que la pièce du dessus va venir s'appuyer sur celle-ci et ne pourra pas bouger suivant l'axe comme ceci. Rien ne lui empêche pour l'instant de bouger dans les autres directions, ni d'avoir une rotation. Rotation, attention, pas n'importe laquelle, uniquement une rotation comme ceci, c'est-à-dire autour d'elle-même en restant plaquée sur son support. Donc ici, j'élimine déjà un degré de liberté, puisque ma pièce ne peut plus monter ni descendre, à condition qu'elle reste en place. Par contre, elle peut toujours glisser dans le plan horizontal, elle peut toujours tourner sur elle-même, mais elle ne sait pas se retourner dans un sens ou dans l'autre. C'est le principe du contact par là, c'est un premier principe de surface plane. D'accord? Voici un autre, ici, j'ai également le contact ici, d'accord? Et puis j'ai, on appelle un pion de centrage qui est ici, qui va, cette fois-ci, ma surface donc est déjà plaquée contre celle du dessous, et ce pion va lui empêcher de bouger encore dans les deux autres directions, X et Y. D'accord? Notre plan de contact initial n'empêche que, comme je disais tout à l'heure, une translation TZ, hein, c'est-à-dire que la pièce ici au-dessus ne sait pas venir s'appliquer, s'enfoncer dans la pièce du dessous. Elle ne sait pas non plus, comme elle est appliquée sur la pièce du dessous, basculer dans un sens ou dans l'autre, mais il est vrai qu'elle peut toujours se déplacer comme ceci, ou pivoter, c'est-à-dire tourner sur elle-même. Grâce au pion ici, je vais supprimer les déplacements possibles. Il ne me restera que la rotation de la pièce du dessus sur la pièce du dessous à bloquer. Donc ici, l'ajout d'un pion va assurer la position angulaire au montage. On rajoute, oui, si je veux maintenant éviter la rotation de la pièce du dessus autour de ce pion, un deuxième pion un peu plus loin permettra cette fois-ci de bloquer complètement la pièce. Elle ne pourra plus bouger dans tous les sens. Il y a juste que j'aurai deux positions, deux fixations, donc j'aurai un système hyperstatique qui est un peu plus complexe. Voici ici le carter sur la culasse. Ouais, l'inverse, la culasse sur le carter. Où vous voyez qu'on a un ensemble d'endroits. Et là, on en a deux. J'ai donc ici deux possibilités de fixer des pions. Et donc, je vais ainsi centrer correctement une pièce sur l'autre. Je visserai ensuite l'ensemble des deux éléments de manière à les maintenir en place. Donc, avec mes pions, je n'ai qu'une mise en place. Voilà ici également un assemblage où j'ai un pion et un deuxième pion qui vont assurer la mise en place, le centrage de la partie verte sur la partie bleue. Je peux également avoir d'autres types de centrages, qui sont ce qu'on appelle un peu plus des centrages courts. Mais regardez ici,
j'ai une surface plane, donc je vais revenir à mon premier principe. Mais je vais avoir ici un déplacement de la pièce qui va venir s'emboîter dans cette partie ici, qui va donc cette fois-ci empêcher le déplacement suivant Y, enfin suivant deux axes supplémentaires. Donc les deux premiers, les surfaces planes 1, 1, vont empêcher le déplacement suivant X, et ce système va interdire les déplacements suivant Z et suivant Y. J'autorise également, par ce système-ci, je bloque également les rotations suivant l'axe Z et c'est l'axe Y. La seule rotation possible pour l'instant est une rotation suivant l'axe X. Vous pouvez pouvoir tourner autour de l'axe X. Quand je vais venir visser l'ensemble par après, le vissage permettra de bloquer ce mouvement-là. On appelle ici ce centrage court cylindre-cylindre parce que vous voyez qu'on a en fait ici un cylindre qui va venir s'emboîter dans un autre cylindre. On était en surface tout à l'heure. On le retrouve également ici, où on a non plus une sorte de cylindre, mais c'est une sphère, mais en fait c'est comme si j'avais un cylindre, un premier cylindre qui vient s'emboîter dans un deuxième cylindre, et donc certains mouvements sont autorisés. Voici quelques exemples de centrage court. Vous voyez qu'ici, cette partie ici, je n'ai pas la bonne couleur, cette partie ici vient s'emboîter dans la pièce orange, idem de l'autre côté, grâce au cylindre ici, qui vient s'emboîter dans le cylindre négatif de la pièce orange, et donc un bon centrage. Okay. On le voit bien ici, un premier centrage et un centrage ici. Tous les mouvements ne sont pas encore empêchés, mais j'empêche déjà une série de mouvements. C'est-à-dire que une liaison ne doit pas spécialement permettre de bloquer tous les assemblages, tous les mouvements, mais je peux avoir plusieurs liaisons qui vont bloquer ainsi tous les déplacements possibles. Voilà encore deux exemples. J'ai ici un cylindre qui vient dans un autre cylindre. D'accord? Je retrouve l'autre exemple ici. Vous voyez que j'ai une pièce ici avec un cylindre qui est tout autour. C'est épais, ça. Là, c'est mieux. Qui vient se bloquer dans l'autre pièce, ici et là. Et puis, ce couvercle va être ainsi bloqué de certaine manière. Je viendrai finir les fixations par deux vis. Alors, ce dont je vous parlais tout à l'heure, okay, en général, il est préférable d'avoir 3 points de fixation pour bloquer une surface sur une surface. D'accord? Le problème de ce 3 points de fixation, c'est que cela m'oblige à avoir entre les deux une surface la plus correcte possible. Okay? Donc, pour réduire ce problème, on va essayer d'éviter d'avoir toute la surface qui est en contact. On va essayer de limiter partiellement la surface qui est en contact.
Voici ici différents exemples. Vous voyez que ici j'ai toute une surface en contact, ce qui oblige à avoir une bonne finition de mes deux surfaces. Ici, je vais pouvoir réduire dans ces trois exemples-là la surface en contact, ce qui va me demander un usinage moins important et donc un coût moindre. Alors, voici encore un autre système. C'est également un assemblage par cylindre-cylindre, mais on sera dans un cas d'un cylindre un peu plus long qui va également permettre une meilleure rigidité d'une pièce par rapport à l'autre. Voilà, on a un exemple ici. Vous voyez qu'on a la partie qui est ici, qui va venir s'emboîter par, enfin c'est la partie plutôt l'arbre qui est en dessous, qui vient ici fixer, qui permet une rotation ici, mais sur une surface beaucoup plus longue, comme par exemple ici on a également, donc tout à l'heure on regardait les assemblages à ce niveau aussi, c'était un cylindre court, ici on est également dans un cylindre avec un autre cylindre, avec une longueur beaucoup plus longue. D'accord? On a ensuite l'épaulement d'un côté, l'anneau élastique, donc l'épaulement qui est ici, la clavette qui est ici qui permet le maintien en place et la transmission des efforts, et également ici un anneau élastique là derrière qui va empêcher la poulie de sortir. Donc j'ai ici plusieurs éléments qui vont me réduire toutes les translations et les rotations possibles. Donc ici je permets toujours non, ici ma poulie reste bloquée sur mon arbre. Même si le tout tourne, la poulie par rapport à l'arbre ne bouge pas, elle est toujours en même position. Et donc c'est ces différents éléments qui permettent ce maintien en position. D'un côté, elle est appuyée sur l'arbre, la clavette la fixe d'une certaine manière, et l'anneau élastique le fixe également. Comme si le tout tourne, elle est mise en position. Et c'est cette clavette qui permet la transmission des efforts. Donc on a bien des éléments de mise en place, de maintien en place, de transmission des efforts, et également des éléments de sécurité par mon anneau pour éviter qu'elle ne sorte dehors. Alors, on a ce qu'on appelle des surfaces cylindriques, parce que ici je suis dans un cylindre, ma clavette qui vient après, où je peux avoir des surfaces coniques, d'accord. La surface cylindrique, je suis obligé d'avoir une clavette et une fixation d'un côté, ce que j'aurai en fait également de l'autre côté, mais le fait d'avoir une surface conique va déjà entraîner un serrage.